Après mon baccalauréat, je m'inscrivis à un cours d'acteur. S'ensuivirent des années peu glorieuses pendant lesquelles je devins de plus en plus méchant et par conséquent de plus en plus caustique. Le succès dans ces conditions finit par arriver, d'une ampleur même qui me surprit. J'avais commencé par des petits sketchs sur les familles recomposées, les journalistes du monde, la médiocrité des classes moyennes en général. Je réussissais très bien les tentations incestueuses des intellectuels en milieu de carrière face à leurs filles ou belles-filles, le nombril à l'air et le string dépassant du pantalon. En résumé, j'étais un observateur acéré de la réalité contemporaine. On me comparait souvent à Pierre Desproges. Tout en continuant à me consacrer au one-man show, j'acceptais parfois des invitations dans des émissions de télévision que je choisissais pour leur forte audience et leur médiocrité générale. Je ne manquais jamais de souligner cette médiocrité, subtilement toutefois. Il fallait que le présentateur se sente un peu en danger, mais pas trop. En somme, j'étais un bon professionnel. J'étais juste un peu surfait. Je n'étais pas le seul. Je ne veux pas dire que mes sketchs n'étaient pas drôles. Drôles, ils l'étaient. J'étais en effet un observateur acéré de la réalité contemporaine. Il me semblait simplement que c'était si élémentaire, qu'il restait si peu de choses à observer dans la réalité contemporaine. Nous avions tant simplifié, tant élagué, tant brisé de barrières, de tabous, d'espérances erronées, d'aspirations fausses. Il restait si peu, vraiment. Sur le plan social, il y avait les riches, il y avait les pauvres, avec quelques fragiles passerelles. L'ascenseur social, sujet sur lequel il était convenu d'ironiser. La possibilité plus sérieuse de se ruiner. Sur le plan sexuel, il y avait ceux qui inspiraient le désir et ceux qui n'en inspiraient aucun. Mécanisme exigu avec quelques complications de modalité, l'homosexualité, etc. Quand même aisément résumable à la vanité et à la compétition narcissique, déjà bien décrite par les moralistes français 3 siècles auparavant. Il y avait bien sûr par ailleurs les braves gens, ceux qui travaillent, qui opèrent la production effective des denrées, ceux aussi qui, de manière quelque peu comique, ou pathétique si l'on veut, mais j'étais avant tout un comique, se sacrifient pour leurs enfants. Ceux qui n'ont ni beauté dans leur jeunesse, ni ambition plus tard, ni richesse jamais, qui adhèrent cependant de tout cœur, et même les premiers, avec plus de sincérité que quiconque, aux valeurs de la beauté, de la jeunesse, de la richesse, de l'ambition et du sexe, ceux qui forment en quelque sorte le lion de la sauce. Cela ne pouvait, j'ai le regret de dire, pas constituer un sujet. J'en introduisais quelques-uns dans mes sketchs pour donner de la diversité, de l'effet de réel. Je commençais quand même sérieusement à me lasser. Le pire est que j'étais considéré comme un humaniste. Un humaniste grinçant, certes, mais un humaniste. Voici, pour situer, une des plaisanteries qui émaillait mes spectacles. Tu sais comment on appelle le gras qui a autour du vagin? Non, la femme. Chose étrange, j'arrivais à placer ce genre de truc sans cesser d'avoir de bonnes critiques dans Elle et dans Télérama. Il est vrai que l'arrivée des comiques beurre avait revalidé les dérapages machistes et que je dérapais concrètement avec grâce. Lâchage de quart, reprise, tout dans le contrôle. Finalement, le plus grand bénéfice du métier d'humoriste et plus généralement de l'attitude humoristique dans la vie, c'est de pouvoir se comporter comme un salaud en toute impunité et même de pouvoir grassement rentabiliser son abjection en succès sexuel comme en numéraire, le tout avec l'approbation générale. Mon humanisme supposé reposait en réalité sur des bases bien minces. Une vague saillie sur les buralistes, une allusion aux cadavres des clandestins nègres rejetés sur les côtes espagnoles avait suffi à me valoir une réputation d'homme de gauche et de défenseur des droits de l'homme. Homme de gauche? Moi?
J'avais occasionnellement pu introduire dans mes sketchs quelques altermondialistes, vaguement jeunes, sans leur donner de rôle immédiatement antipathique. J'avais occasionnellement pu céder à une certaine démagogie. J'étais, je le répète, un bon professionnel. Par ailleurs, j'avais une tête d'arabe, ce qui facilite. Le seul contenu résiduel de la gauche en ces années, c'était l'antiracisme, ou plus exactement le racisme anti-blanc. Je ne comprenais d'ailleurs pas très bien d'où me venait ce faciès d'arabe, de plus en plus caractéristique au fil des années. Ma mère était d'origine espagnole et mon père, à ma connaissance, breton. Ma sœur, par exemple, la petite pétasse, avait indiscutablement le type méditerranéen, mais elle n'était pas moitié aussi basanée que moi, et ses cheveux étaient lisses. On aurait pu s'interroger. Ma mère s'était-elle montrée d'une fidélité scrupuleuse? Ou avais-je pour géniteur un Mustapha quelconque? Ou même, autre hypothèse, un juif? Fuck with that. Les Arabes venaient à mes spectacles massivement. Les Juifs aussi d'ailleurs, quoique un peu moins. Et tous ces gens payaient leurs tickets, plein tarif. On se sent concerné par les circonstances de sa mort, c'est certain. Par les circonstances de sa naissance, c'est plus douteux. Quant aux droits de l'homme, bien évidemment, je n'en avais rien à foutre. C'est à peine si je parvenais à m'intéresser aux doigts de ma queue. Dans ce domaine, la suite de ma carrière avait à peu près confirmé mon premier succès du club de vacances. Les femmes manquent d'humour en général, c'est pourquoi elles considèrent l'humour comme faisant partie des qualités viriles. Les occasions de disposer mon organe dans un des orifices adéquats ne m'ont donc pas manqué tout au long de ma carrière. Au vrai, ces coïts n'eurent rien d'éclatant. Les femmes qui s'intéressent aux comics sont en général des femmes un peu âgées, aux approches de la quarantaine, qui commencent à sentir que l'affaire va mal tourner. Certaines avaient un gros cul, d'autres des seins en gants de toilette, parfois les deux. Elles n'avaient en somme rien de très bandant. Et quand l'érection diminue, quand même, on s'intéresse moins. Elles n'étaient pas très vieilles non plus. Je savais qu'aux approches de la quarantaine, elles rechercheraient de nouveau des choses fausses, rassurantes et faciles qu'elles ne trouveraient d'ailleurs pas. Dans l'intervalle, je ne pouvais que leur confirmer. Bien involontairement, croyez-moi, ce n'est jamais agréable, la décroissance de leurs valeurs érotiques. Je ne pouvais que confirmer leurs premiers soupçons, leur instiller malgré moi une vision désespérée de la vie. Non, ce n'était pas la maturité qui les attendait, mais simplement la vieillesse. Ce n'était pas un nouvel épanouissement qui était au bout du chemin, mais une somme de frustration et de souffrance d'abord minime, puis très vite insoutenable. Ce n'était pas très sain tout cela, pas très sain. La vie commence à 50 ans, c'est vrai, à ceci près qu'elle se termine à 40.